Dans cette ville marquée par les contrastes, l'ombre des gratte-ciel se projetait sur les quartiers populaires, où la lumière peinait à pénétrer les ruelles étroites, où les habitants luttaient chaque jour pour s'en sortir. Malik, un jeune homme de 20 ans, avait grandi dans ce monde où les rêves étaient écrasés sous le poids de la réalité. La promesse d'un avenir radieux semblait appartenir à d'autres, à ceux qui avaient eu la chance de naître dans un monde différent, un monde où l'argent coulait à flot et où les portes s'ouvraient toutes seules. Mais Malik n'avait rien de tout cela. Il était le fils de la misère, élevé dans un petit appartement au dernier étage d'un immeuble vétuste, où les murs, jaunis par le temps, semblaient vouloir s'effondrer à tout moment. Sa mère, Aïcha, était une femme de courage. Elle avait sacrifié ses rêves pour donner une chance à son fils, se levant tous les matins avant l'aube pour travailler dans une usine de textile, et rentrant tard, épuisée mais déterminée à faire en sorte que Malik ait une vie meilleure. Elle lui répétait souvent qu'il devait se battre, que même si la vie était dure, il devait toujours garder la tête haute et avancer. Malik, dans ses moments de doute, se souvenait de ces paroles. Mais au fond de lui, il savait que tout n'était pas aussi simple. Les inégalités sociales étaient un gouffre, un abîme qui ne permettait pas de remonter facilement. Mais malgré tout, il persistait, espérant secrètement qu'un jour, quelque chose changerait. Un petit miracle, peut-être. Un jour, après une longue journée de travail à l'usine, alors qu'il rentrait chez lui à pied, épuisé, il aperçut un attroupement autour d'un imposant immeuble de verre et d'acier. Des voitures de luxe se garaient devant, des journalistes s'agglutinaient, et des gardes du corps veillaient à ce que rien ne perturbât l'ordre de ce monde feutré et exclusif. Intrigué, Malik s'approcha. Ce qu'il ignorait, c'est que ce jour-là, sa vie allait prendre un tournant décisif. Au milieu de la foule, un homme se distinguait par sa stature imposante. C'était Édouard Laurent, l'un des hommes les plus riches et les plus puissants du pays. Un magnate des affaires, une légende vivante, un symbole de réussite. Son nom était sur toutes les lèvres, ses investissements dans la technologie, ses entreprises florissantes, ses villas à travers le monde. Il incarna l'idée même du pouvoir et de la richesse, mais ce jour-là, quelque chose semblait briser en lui. Son visage, habituellement impassible, était marqué par l'inquiétude, l'angoisse, voire la détresse. Autour de lui, ses gardes du corps semblaient inquiets, mais rien ne pouvait apaiser l'agitation visible de l'homme. Malik, bien qu'il n'ait aucune raison particulière de s'intéresser à cet homme, ressentit une étrange impulsion. Il savait que cette rencontre n'était pas anodine, que quelque chose de grand se préparait, même s'il n'en comprenait pas encore les tenants et aboutissants. Il s'approcha discrètement, curieux de comprendre ce qui se passait. Son regard croisa celui d'Édouard Laurent, et un silence étrange s'installa. L'homme, voyant ce jeune garçon parmi les journalistes et les figures de pouvoir, s'interrogea. D'un signe, il ordonna à un garde de le laisser passer. « Qui êtes-vous, jeune homme » demanda Laurent, sa voix calme mais autoritaire, son regard perçant cherchant à évaluer Malik. Le jeune garçon se sentit soudainement pris au piège. Comment un être insignifiant comme lui pourrait-il se tenir face à un géant de ce monde? Mais une sorte de courage, une confiance insoupçonnée qu'il n'avait jamais éprouvée auparavant, s'éveilla en lui. Sans réfléchir, il répondit, d'un ton calme et résolu. « Je sais comment sauver votre fille. » La phrase, prononcée si simplement, fit l'effet d'un coup de tonnerre. Edward Laurent se immobilisa. La foule autour d'eux s'arrêta, suspendue aux lèvres de ce garçon pauvre. Ses yeux se plissèrent, cherchant à comprendre. Malik sentit son cœur battre plus vite, mais il ne fléchit pas. Il était ici, maintenant, avec ce milliardaire, et il savait, au fond de lui, que ce moment ne se reproduirait peut-être jamais. Il fallait agir. « Vous savez comment sauver ma fille » répéta Laurent, sa voix trahissant à la fois l'incrédulité et une lueur d'espoir. Il ne croyait pas vraiment à ce que disait Malik, mais quelque chose dans son regard, quelque chose dans sa détermination, l'ébranla profondément. « Oui, répondit Malik. Mais cela viendra à un prix que vous ne pouvez pas imaginer. » Le milliardaire le scruta un instant, comme s'il tentait de discerner les intentions cachées derrière les mots de ce jeune homme. Était-ce une arnaque? Un jeu pour obtenir une récompense? Ou un secret véritable qu'il ignorait? Malik n'était pas médecin. Mais il avait lu. Beaucoup. Dans les vieux livres poussiéreux de la bibliothèque publique, il avait découvert l'existence d'une médecine ancestrale, une connaissance perdue qui, selon certaines légendes, pouvait guérir des maladies que la science moderne ne parvenait pas à soigner. Cette maladie rare qui touchait Claire Laurent, la fille du milliardaire, n'avait pas de remède.
Des experts du monde entier avaient échoué à trouver une solution. Mais Malik, à travers ses recherches dans les vieux écrits et les traditions anciennes, avait appris l'existence de remèdes oubliés. Des herbes rares, cultivées dans des régions reculées, utilisées par des guérisseurs anciens, des rituels médicinaux pratiqués depuis des siècles, mais largement oubliés par le monde moderne. Il parla des plantes, des racines, des cérémonies secrètes. Il expliqua que le remède ne se trouvait pas dans les technologies les plus avancées, mais dans la nature elle-même, dans les trésors que l'humanité avait longtemps négligés au profit et du progrès à tout prix. Laurent, qui avait toujours cru que l'argent et la science pouvaient tout acheter, écouta attentivement, mais ne pouvait s'empêcher de douter. Les mots de Malik étaient si étrangers, si distants de son monde de luxe et de technologie. Comment un garçon comme lui pouvait-il posséder une telle connaissance? Cela ne pouvait être qu'un leurre. Alors, que voulez-vous? Demanda Laurent, sa voix plus sèche, comme s'il testait la sincérité du jeune homme. Malik baissa la tête, le poids de cette conversation et de l'enjeu de sa proposition pesant sur lui. Il savait que cette chance était unique. Il prit une grande inspiration et répondit d'une voix ferme, mais empreinte de vérité. Ce que je veux, c'est la possibilité de montrer au monde que ceux qui n'ont rien, ceux qui sont laissés pour compte, peuvent aussi détenir des réponses aux plus grandes énigmes de la société. Vous et votre fille, vous avez tout ce que vous voulez, mais vous êtes prisonniers de votre propre pouvoir. J'ai ce que vous cherchez, mais je ne peux pas tout donner sans rien recevoir en retour. Un silence lourd s'installa entre eux, un silence chargé de significations non dites. Laurent le fixa longuement, ses yeux perçant les pensées de Malik. Puis, lentement, il baissa la tête et acquiesça. Il comprenait maintenant. Ce garçon n'était pas comme les autres. Peut-être qu'il détenait quelque chose que l'argent et le pouvoir ne pouvaient pas acheter. Alors, prouve-le, dit Édouard Laurent, la voix grave. Ainsi commença un partenariat inattendu, une alliance entre deux mondes radicalement opposés. Un homme qui avait tout, et un garçon qui n'avait rien, mais qui possédait le pouvoir de changer le cours des choses. Au fil des semaines, une transformation lente mais profonde s'opéra entre Malik et Édouard Laurent. Ce qui avait commencé comme un contrat basé sur un besoin urgent, la guérison de Claire, se métamorphosait peu à peu en une relation complexe, marquée par des moments de doute, de reconnaissance et de remise en question. Malik, au départ un simple garçon des quartiers pauvres, se retrouva dans une dynamique qui le propulsait, sans qu'il le cherche, vers des sphères insoupçonnées. Édouard, dans sa quête désespérée de sauver sa fille, s'était embarqué dans ce périple dans des terres reculées, loin de son monde de confort et de prévoyance. Chaque étape du voyage devenait un défi. En traversant des forêts touffues, des montagnes escarpées et des rivières impétueuses, Laurent se sentit d'abord totalement perdu, pris dans l'inconfort de la nature et de l'inconnu. Mais Malik, avec sa connaissance intime de ces lieux, semblait parfaitement à l'aise. Il n'hésitait pas à se mouiller dans des eaux troubles ou à grimper des sentiers escarpés, implacable dans sa détermination. Le milliardaire, perturbé mais intrigué, commença à percevoir, peu à peu, la profondeur de la sagesse du jeune homme. Il n'était plus simplement son guide, mais un miroir de tout ce qu'il avait négligé dans sa propre vie, l'humanité, la simplicité, l'harmonie avec la nature. Un soir, après une longue journée de marche dans une vallée isolée, Laurent, épuisé et démuni, s'assit au pied d'un arbre majestueux. « Pourquoi m'avoir emmené ici, Malik? Pourquoi ce voyage ?» demanda-t-il, sa voix trahissant une fatigue bien plus profonde que celle du corps. Malik, sans répondre immédiatement, observait les étoiles qui brillaient au-dessus d'eux. Il comprenait que ce n'était pas qu'un remède qu'il apportait à Laurent, mais une véritable leçon de vie. « Parce que vous êtes perdu, monsieur Laurent, répondit-il enfin, et pas seulement dans la forêt. Vous êtes perdu dans votre propre vie, et vous ne le savez même pas. » Cette confession fit écho dans l'esprit de Laurent, comme un écho à des vérités qu'il avait longtemps ignorées. Il regarda Malik, le jeune homme aux origines modestes, et une lumière sembla s'allumer dans son regard. Ce voyage, ce chemin difficile, n'était pas seulement un moyen de sauver sa fille. C'était aussi un moyen pour lui de se retrouver, de redécouvrir quelque chose qu'il avait perdu en chemin, quelque chose que l'argent et le pouvoir ne pouvaient pas lui offrir. Lorsqu'enfin ils trouvèrent la plante rare qu'ils cherchaient, un silence solennel s'abattit sur eux. Le moment était à la fois de triomphe et de révélation. Le remède, une concoction minutieusement préparée à partir des racines et des feuilles de cette plante oubliée, fut administré à Claire Laurent. Les signes de guérison apparurent presque instantanément. La peau pâle de la jeune fille retrouva une teinte de vie, et son souffle devint plus régulier. Laurent, ému,
ne pouvait détourner les yeux de sa fille. Il avait vu la souffrance, la perte, l'impuissance. Mais aujourd'hui, il voyait l'espoir. Malik, en observant la scène, ne ressentait pas la fierté d'avoir réussi. Ce qu'il ressentait, c'était quelque chose de bien plus subtil. La certitude que ce n'était pas seulement la guérison de Claire qui avait changé les choses, mais l'ouverture d'un nouveau monde, un monde dans lequel les frontières du possible étaient infinies, tant que l'on croyait en quelque chose de plus grand que soi. Laurent, qui avait pendant des années cru que tout s'achetait, que la richesse suffisait à résoudre tous les problèmes, commença à entrevoir une autre vérité. Il n'avait pas tout ce qu'il pensait posséder. Il avait le pouvoir, l'argent, la renommée, mais il n'avait pas la simplicité, l'humilité et la sagesse. Il n'avait pas la capacité de voir au-delà des murs qu'il avait construits autour de lui. Malik, ce jeune homme sans prétention, l'avait emmené au-delà de tout cela. Lorsqu'ils retournèrent dans la ville, Laurent, bouleversé, proposa à Malik quelque chose qu'il n'aurait jamais cru possible, un partenariat. Ce ne serait pas juste un investissement financier, mais une chance pour Malik de bâtir un avenir à sa propre image, loin des ombres d'une société qui jugeait les gens à leur statut social. « Tu as changé ma vie, Malik. Tu as changé ma façon de voir le monde. Je te donne ce que tu veux, mais ce n'est pas pour toi seul. C'est pour tous ceux qui, comme toi, ont été ignorés par ceux qui croient que l'argent seul fait tout. » Malik, qui n'avait jamais cherché à devenir riche, se retrouva face à un dilemme moral. Accepter l'offre de Laurent signifierait entrer dans un monde qu'il avait toujours observé de loin, un monde où les règles étaient différentes, mais où il pourrait, peut-être, faire une différence. Cependant, au fond de lui, Malik savait que la véritable richesse ne résidait pas dans l'argent ou la gloire. La véritable richesse, il l'avait trouvée dans la transformation des vies, dans la capacité de voir au-delà des apparences et de nourrir des espoirs que les autres avaient laissés de côté. Et ainsi, Malik n'embrassa pas le monde du pouvoir avec la même avidité que Laurent. Au contraire, il le façonna à sa manière, avec la sagesse qu'il avait acquise, l'humilité qu'il portait et la vision qu'il avait du monde. Il devint une figure de pouvoir discrète, un leader invisible, dont l'influence ne se mesurait pas en chiffres mais en vie transformée, en croyances renversées et en espoir ravivé. Et dans cette dynamique, Malik devint bien plus que ce qu'il avait jamais rêvé. Il devint celui qui, par son savoir et sa capacité à inspirer, construisit un monde plus juste, plus égalitaire, où l'argent ne serait jamais plus le seul critère de valeur.